Bonjour Maxime. Donc vous avez prévu de nous faire un éclairage sur la situation à la date d'aujourd'hui. Donc ça va nous permettre de voir de façon assez proche ce qui va se passer. Comme je dis toujours, Joris, bienvenue sur la Maïeutique, notre chaîne YouTube qui a pour but de permettre à chacun de mieux comprendre les choses. Nous allons, je crois, présenter à nos auditeurs 3 graphiques. Le premier, nous l'avons présenté déjà lors d'une émission précédente, c'est la courbe en cloche, qui correspond à un axiome mathématique parfaitement démontré et qui a été vérifié pour toutes les activités extractives, c'est-à-dire les activités de production qui se font à partir des ressources du sous-sol et qui a été observé au siècle dernier par l'ingénieur pétrolier Herbert Huber. Quand on produit à partir d'une extraction du sous-sol, c'est une fonction qui part de zéro, qui monte sur un pic et qui redescend vers zéro. Et je peux dire qu'on le comprend intuitivement, même si on n'est pas mathématicien ou géologue, parce qu'en fait, il y a des rendements croissants et puis il y a des rendements décroissants. Au XVIIIe siècle, le grand économiste David Ricardo avait montré que l'agriculture obéissait naturellement à des rendements croissants puis décroissants. Tout simplement parce que pour extraire de l'énergie, il faut de l'énergie, et que, passé un certain seuil, le retour est décroissant. Alors donnons quelques chiffres qui correspondent à ce qu'on appelle le retour énergétique. Jean-Marc Jancovici, qui est professeur à l'école des mines, bien connu, je pense, très médiatisé, appelle ça « Energy Return on Energy Invested ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand j'investis un baril de brut pour extraire de l'énergie, au siècle dernier, au début du siècle dernier, à l'âge d'or du pétrole américain, j'obtenais 100 barils de production pour un d'input, 100 d'output. Aujourd'hui, c'est 1 pour 12. Et avec les pétroles de schiste ou de sable bitumineux, qu'on appelle pétrole de roche-mère, ce n'est plus que 1 pour 5. Ou ce n'est plus que 5 pour 1. Il faut inverser le... Voilà, donc ça, ce sont les rendements décroissants. Et ce sont ces rendements décroissants qui expliquent que, naturellement, cet axiome mathématique est vérifié par l'observation pratique. Alors, à partir de là, je vous propose d'observer 2 graphiques sur ce fameux pic pétrolier. Nous sommes sur le pic pétrolier. Nous y sommes. D'ailleurs, quand on fait la différence entre les pétroles traditionnels, qu'on appelle light sweet oil, c'est-à-dire les pétroles à haut rendement, et les pétroles de roche-mère, mer comme une mer, parce qu'en fait ce sont des pétroles qui sont contenus dans la roche, et pour les obtenir, il faut casser la roche par fracturation hydraulique, et ce sont des petits puits de pétrole qui durent le plus souvent 3 mois, voire quelques semaines, donc beaucoup d'investissements, beaucoup de difficultés d'extraction, par ailleurs beaucoup de pollution, et donc un rendement très faible. Eh bien, nous sommes depuis 2008 dans la décroissance, au moins aux États-Unis, des pétroles traditionnels, à haut rendement, et la production mondiale de pétrole ne se maintient que grâce à ces pétroles de roche-mère, qu'on appelle shale oil en anglais, et qui ont permis de maintenir la production mondiale de pétrole avec des coûts très importants et en accumulant d'ailleurs une dette importante aux États-Unis dans les compagnies pétrolières. Bon. Alors, le graphique que nous voyons, nous allons voir, je crois, 2 graphiques. Le premier, c'est un graphique dont l'origine est le Shift Project de Jean-Marc Jancovici. Il a été tracé par Mathieu Ozano. Mathieu Ozano a commis un ouvrage comme ça sur le pétrole, et il montre la situation de l'Union européenne, qui va être beaucoup plus critique que celle des États-Unis ou de la Russie, parce que alors le graphique représente l'évolution de la production
des 16 principaux fournisseurs de l'Union européenne. Et nous voyons qu'à partir de 2030, les approvisionnements de l'Union européenne décroissent régulièrement, de l'ordre de 3-4% par an, ce qui signifie qu'aux alentours de 2040, nous devrions avoir un tiers de pétrole en moins. Alors ça, c'est le premier graphique. Par parenthèse, quand on se documente, et j'ai lu cet ouvrage de Fred Vargas, d'ailleurs Fred Vargas est bien connue comme romancière dans le roman policier, mais on oublie qu'elle a commencé sa carrière comme chercheur au CNRS, donc elle a une belle capacité de recherche, et son ouvrage s'appelle « L'humanité en péril ». Elle considère, comme d'autres d'ailleurs, que je ne vais peut-être pas citer tout de suite, que le pic se situe peut-être en 2026. Car aujourd'hui, en 2023-2024, la production se maintient péniblement grâce à des gisements qui sont prouvés mais qui ne sont pas évalués, c'est-à-dire dont la rentabilité est incertaine. Et de 2026 à 2030, si la descente ne se fait pas avant 2030, la production ne se maintiendra qu'avec des gisements hypothétiques. Exemple, l'Alaska. On sait qu'il y a du pétrole en Alaska, on pourra en reparler tout à l'heure, mais on ne sait pas exactement quelles vont être ces conditions d'extraction et de rentabilité. Donc là, nous sommes sur le pic et nous allons descendre, je dirais, au plus tard en 2030. Alors, la deuxième courbe, ces deux courbes rouges et vertes, alors le rouge c'est la production, en pointillé, et le vert c'est l'exploration, et en pointillé, rouge et vert, c'est des suppositions, des hypothèses de Jean Laheurère, qui est le doyen des ingénieurs pétroliers français, polytechnicien. Les courbes en plein, c'est la réalité. Alors, la réalité, nous voyons que, et c'est ça qui complète le graphique précédent que nous avons commenté avant, nos auditeurs voient que les découvertes de pétrole ont régulièrement baissent régulièrement, et aujourd'hui, on est d'un avis général, personne ne contredit cet avis, au niveau le plus bas de l'histoire pétrolière. Alors Jean Laheurère fait l'hypothèse que ça va remonter, peut-être avec l'Alaska. Il y a aussi des gisements de schiste qui ont été découverts un peu partout dans le monde, mais nous avons dit tout à l'heure que la rentabilité n'était pas au rendez-vous et que les conditions d'extraction étaient très difficiles. Donc voilà le contexte. Je voudrais citer quelques chiffres qui montrent que nous sommes dans une contradiction. L'OPEP, tout le monde connaît l'OPEP, vient de publier son rapport annuel, et dans son rapport annuel, il nous dit que nous sommes à 103, 104, nous allons être l'année prochaine à 104 millions de barils par jour. Cela n'est pas contesté, mais il nous dit que, alors c'est un peu un logarithme, la demande de pétrole. Un logarithme, c'est-à-dire que ça croît, mais à taux décroissant désormais pour se stabiliser. L'OPEP ne voit la stabilisation qu'en 2045 avec 116 millions de barils par jour. Parce qu'il y a un pic de l'offre, mais il y a aussi un pic de la demande. Alors en général, ceux qui pensent que tout va bien nous disent « Non, ne vous inquiétez pas, le pic de l'offre va correspondre au pic de la demande. » Sauf que l'AIE, l'Agence internationale pour l'énergie, que j'ai citée à l'instant en vous présentant le deuxième graphique, et qui est en gros l'OCDE, c'est l'équivalent de l'OCDE pour les consommateurs d'énergie. Lui ne nous dit pas du tout la même chose que l'OPEP. Il nous dit oui, on est à 100 millions, 104 millions de barils jour,
Mais on va tomber à 93 millions de barils jour en 2030 et à 55 millions de barils jour en 2050, donc 2 fois moins. Et comme j'ai suivi il y a quelques années les émissions de Mathieu Ozano sur le net, un peu confidentielles, enfin, ou restreintes, je me rappelle que Ozano signalait que l'AIE faisait état dans ses rapports officiels. Alors l'AIE, c'est politiquement correct, hein, il ne s'agit pas de faire peur. Hein. C'est comme l'OCDE ou les grands organismes internationaux. Il disait, il y a 2 ans, qu'il pourrait y avoir un oil crunch. Oil crunch, ça veut dire pénurie. Crunch, c'est pénurie, c'est comme credit crunch, ça veut dire que l'offre et la demande ne progressent pas au même rythme et aux alentours de la fin de cette décennie. Donc, il y a quand même un problème qui se dessine, et moi j'ai l'habitude d'exprimer ça sous la forme d'un carré que j'appelle le carré infernal. D'ailleurs, ce carré, il faudrait qu'on le dessine. Ce carré est constitué de 4 chiffres. 4 chiffres, chacun de ces chiffres est incontestable et est de source officielle. Il y en a un qui est semi-officiel. Et nous allons voir que le carré ne marche pas. C'est-à-dire que chaque côté est bon, mais le carré, il y a quelque chose qui ne colle pas. Bon, le premier chiffre qui n'est pas tout à fait officiel, et que j'ai de source gouvernementale non officielle, c'est que les centrales nucléaires EPR promises par notre président de la République ne seront prêtes au mieux qu'en 2037. Au mieux en 2037. Or, 2037, 2040, c'est à peu près la même chose. Officiellement, en 2040, il y aura 50%. La demande d'électricité aura augmenté de 50%. Considérable. C'est le tout électrique. Et c'est la fin de la voiture thermique. D'ailleurs, officiellement, en 2030, le chiffre, c'est 1/3. 1/3, et puis on va vers plus 50%. Un autre chiffre officiel, qui d'ailleurs est paru largement sur le réseau LinkedIn auquel j'appartiens, c'est les métaux, la production de métaux devra avoir été multipliée par 7 en 2040, à la même date. Mais pourquoi ? Parce que pour faire le tout électrique, il faut du lithium, il faut du nickel, il faut du cobalt, il faut du cuivre. Et pour le nucléaire, il faut de l'uranium. Or, vous avez un article dans les Échos de la semaine dernière, nous en parlerons dans une autre émission, qui montre que tous ces métaux vont se trouver sous très grande tension de production. D'ailleurs, citons 2 chiffres, on va citer un seul chiffre, le lithium, pour les batteries, multiplié par 40 d'ici à 2040. Multiplié par 40 d'ici à 2040. Et à la même époque, 2040, nous aurions, selon le graphique que nous avons vu, Shift Project, 1/3 de pétrole en moins. Alors comment on va transporter les métaux ? Je dirais, on peut avoir des bateaux à gaz liquéfié, on peut avoir des bateaux à hydrogène, mais enfin, vous voyez que le carré va être extrêmement périlleux à mettre en œuvre. Hein. Donc ces chiffres nous donnent l'impression qu'il y a une contradiction et qu'il y a un problème de transition très difficile à résoudre. Bon, ben merci Maxime.